On pourrait imaginer l'amnésie avec une bibliothèque qui serait remplie de livres, bien rangés, et donc les livres qu'on a amassés tout au long de sa vie, et qui, lors d'un choc, d'un traumatisme crânien, eh bien, tous les livres tombent et se dérangent. Donc, chez certaines personnes, en tout cas, tous les livres sont là, tous les livres sont intacts, donc tous les souvenirs sont intacts, mais ils sont complètement dérangés. Donc, les personnes victimes d'amnésie ne peuvent quelquefois plus parler, ou en tout cas, il y a énormément de mots qu'elles ne connaissent plus. Elles ne peuvent plus marcher. Donc elles sont vraiment devenues des enfants en fait, au stade mental finalement, même si tous leurs souvenirs sont là, mais juste dérangés. Donc pour leur faire revenir à elles, pour leur faire recouvrer la mémoire, eh bien on utilise souvent des objets ou des personnes ou des photos de choses qu'elles appréciaient beaucoup, en tout cas dans leur vie normale, pour finalement essayer de raviver en elle une émotion, un sentiment et un souvenir. Par exemple, quelqu'un qui aurait comme passion la peinture, eh bien, on lui montrerait ses pinceaux, on lui ferait refaire les gestes parce qu'ils ne se souviennent même plus comment utiliser par exemple un pinceau en l'occurrence. Donc on lui ferait refaire les gestes de la peinture, on lui montrerait les couleurs, l'odeur, tous les sens en fait qui peuvent être mis au travail quand il peignait. On lui remontrerait tout ça et on espérerait à travers ça lui faire recouvrer des souvenirs en tout cas liés à la peinture. Et puis une fois qu'il aurait retrouvé ses souvenirs liés à la peinture, eh bien il pourrait peut-être retrouver d'autres souvenirs. Par exemple, avec qui il peignait, donc se souvenir de cette personne, et puis cette personne c'était, je sais pas, son frère, et donc il se souvient du reste de sa famille, etc. Donc on utilise des éléments en fait émotionnels pour faire revenir à la raison, un peu j'ai envie de dire, enfin faire retrouver la mémoire à ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que ce sont les éléments qui sont les mieux ancrés, les mieux rangés en fait dans le cerveau. On pourrait imaginer, pour reprendre l'image de la bibliothèque, par exemple pour les livres que vous aimiez le plus, eh bien vous les aviez non seulement rangés au bon endroit, mais aussi vous aviez par exemple fait une marque au feutre et peut-être écrit en dessous sur la bibliothèque, il s'agit de tel livre. Et donc il vous sera beaucoup plus facile de le ranger en fait au bon endroit qu'un autre livre quelconque. Donc si vous rangez ce livre-là, admettons ce livre sur la peinture par exemple, que vous aimiez tant, parce que vous avez fait la marque et donc ça vous revient plus facilement, et imaginons que vous ayez rangé en fait tous vos livres par ordre alphabétique, et bien ce sera beaucoup plus facile de ranger tous les autres livres. C'est exactement ce qui se passe en cas d'amnésie. Donc là je parle d'un phénomène qui arrive aujourd'hui, qui est bien malheureux mais qui est tout à fait commun finalement, et qui sans doute arrivait d'ailleurs avant, dans l'histoire, il y a eu des traumatismes crâniens avant le monde moderne, et des amnésies avant le monde moderne. Donc c'était sans doute un phénomène connu. Maintenant, c'est très intéressant d'avoir ça de côté, et puis on va s'intéresser à autre chose. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le culte de l'ours, je vous invite à les voir, parce que sinon vous n'allez pas réussir vraiment bien à suivre et à savoir de quoi je parle. Mais si on reprend donc le rituel du culte de l'ours, donc en fait si on résume, c'est que dans notre histoire, donc la tradition européenne, eh bien les enfants de 0 à 7 ans étaient vus comme des êtres pas tout à fait finis finalement, donc avant que les dents définitives apparaissent. Et vers 7 ans, en fait, on imaginait, on pensait qu'ils étaient un peu petit à petit possédés, entre guillemets, par un ancêtre. Finalement, il s'agissait de réincarnation. Et donc, quand ils étaient possédés par cet ancêtre, eh bien, ils allaient aller à travers un rituel qui a été transformé à travers les âges, mais un rituel où ils allaient faire revivre cet ancêtre. Donc, aller vraiment le chercher dans sa tombe. Alors, petit à petit, ça a été de plus en plus symbolique, mais ça a été le cas pendant longtemps, vraiment physiquement. Aller le chercher donc, dans sa tombe, donc le déterrer, en tout cas aller chercher son crâne et ses tibias, ou ses jambes, ça dépend. Donc les jambes parce que ce sont
les éléments donc, symboliquement qui portent la personne, donc si on les remet debout, la personne est en vie, et le crâne parce qu'il détient la connaissance, le savoir, les souvenirs justement. Ils allaient aussi chercher souvent donc, les effets personnels de cette personne-là, donc le trésor, hein, ce qu'on connaît dans les histoires comme le trésor. Quelquefois c'était d'ailleurs un trésor avec de l'or, d'autres fois c'était plus modeste, mais c'était un trésor quand même, des effets personnels. Ils allaient donc les rechercher, et il s'agissait, donc, et ils reprenaient le nom de cet ancêtre. Donc ils avaient le nom de l'ancêtre en question. Ils étaient vraiment devenus cet ancêtre, et probablement, en tout cas c'est mon avis, ils étaient cet ancêtre-là. Donc il s'agissait de la même personne qui finalement avait repris le cours de sa vie ou était arrivée dans une nouvelle vie. C'est intéressant de mettre les deux choses à côté, hein, donc l'amnésie dans la vie classique, et puis la comparer avec ce phénomène-là de réincarnation. Parce que si l'on regarde les mythes, c'est le cas dans à peu près tous les mythes, il y a généralement une sorte de mot de passe ou un nom dont l'enfant doit se souvenir pour aller dans le monde des morts chercher donc l'ancêtre en question. Et c'est très intéressant parce que, admettons, imaginons que je sois une reine très, très puissante, très importante, très riche, et que je meurs. Je vais vouloir me faire enterrer, de façon, puisque je crois à la réincarnation, hein, de façon à ce que je puisse venir me rechercher plus tard dans une vie future, peut-être dans 2000 ans, peut-être dans 3000 ans, peut-être dans 5000 ans, peut-être dans plus encore. Et donc je vais faire en sorte de faire une tombe qui soit accessible, qui soit visible, d'où les pyramides, les dolmens, les tumulus, qui sont visibles et qui sont visibles encore aujourd'hui. Je vais faire donc une tombe très visible, me faire construire en tout cas, me faire enterrer dans une tombe très visible, avec un trésor colossal, hein, mais donc mes effets personnels. Si je suis très riche, donc je vais avoir de l'or qui, très intéressant, l'or ne s'oxyde pas, l'or ne disparaît pas, hein, donc c'est pour ça que l'or était très très important. Mais aussi autre chose, hein, énormément d'effets personnels qui me seront utiles dans une vie future. Donc je vais donc enterrer les choses qui me seront nécessaires dans l'au-delà, hein, c'est ce qu'on dit d'habitude. En fait, il ne s'agit pas de l'au-delà, il s'agit dans ma vie future, hein, vraiment matériellement. Mais comme je suis une reine très, très puissante et très riche, évidemment, d'autres personnes vont être intéressées par ce trésor. Et donc, d'autres enfants dans le futur pourront prétendre être moi, alors qu'ils ne le sont pas. Et du coup, je vais mettre en place un système de mots de passe, pourquoi pas, hein, ou de noms secrets. Souvent, il s'agit de mon nom, mais secret, que personne ne connaît. Et si j'arrive à m'en souvenir, eh bien ce sera bien moi-même, puisque je ne l'ai dit à personne ou presque à personne, puisque sans doute je mettrai au courant des prêtres, par exemple, ou un prêtre ou une personne qui devra le transmettre de génération en génération, des générations de prêtres, par exemple, ou de sorciers, hein, ça dépend comment on veut les appeler, mais probablement dans nos traditions anciennes, il s'agissait de sorciers. Et donc, je vais leur donner ce mot de passe, et évidemment, ils ne le dévoileront pas. Et donc, quand moi j'arriverai, peut-être 2000 ans plus tard, hein, peut-être 1000 ans, ou peut-être 500, je n'en sais rien, mais plus tard, j'arriverai, je passerai à travers ce rituel donc, de réincarnation, et comme je serai moi-même, je me souviendrai du mot de passe, ou du nom caché que j'avais laissé, et donc je m'en souviendrai dans ma tête et je pourrais le dire à la personne, au gardien de ma tombe par exemple. Et donc je pourrais accéder à mon tombeau et récupérer mes affaires. Donc on a aussi donc dans les traditions européennes le fait que quand on obtient en fait donc la tête de l'ancêtre, le crâne hein, directement de l'ancêtre, eh bien on reçoit une certaine connaissance. Donc le crâne détient la connaissance. Et on pourrait imaginer que, à travers les effets personnels donc, que l'on pose dans la tombe, eh bien, on puisse se souvenir de choses diverses. Du coup, c'est très intéressant de mettre les choses à côté de l'amnésie dans une vie classique, puisque
pour nos ancêtres, la mort était vraiment que, comme je l'ai dit dans les vidéos sur le culte l'ours, que comme le fait de se piquer et puis de saigner, c'était pas grand chose, c'était un passage rapide, j'ai envie de dire, et puis on revenait à la vie. Simplement, on a vécu une sorte de traumatisme crânien, c'est le cas de le dire, puisqu'on a carrément changé de corps, ou changé de tête. Et il s'agit de retrouver ce qu'on a oublié, à travers donc des objets. Et c'est là où vous pouvez vous rendre compte du fait que c'est très important, par exemple, d'aller visiter des musées, de voir des objets anciens. Mais vous allez peut-être avoir des réminiscences finalement. Et ça concerne donc les objets, mais ça concerne aussi les traditions. Donc les traditions qui sont très anciennes, comme Halloween ou Noël ou Pâques ou d'autres traditions.